Bonjour Georges, Bonjour Pedro, comment vas-tu je depuis? te, je te retrouve et je retrouve tout le monde depuis par rapport à hier soir, hein. On a fini assez tard, donc on est un peu fatigué parce qu'en plus on a continué à suivre les événements et j'ai même réagi pour les Américains qui m'ont appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe en France. Eh ben justement, on va commencer sur un premier, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet et avec une image qui pour moi a représenté bien ton état d'esprit hier, qui est le Barniexit. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le Barniexit? Ouais, c'était une blague. C'était une petite blague au moment où Michel Barnier, enfin quand la motion de censure est passée de 331 voix. Voilà, c'était pour mettre un peu d'humour, avant que de passer aux choses sérieuses. Et Barnier avait été le grand négociateur de la Commission européenne lors du Brexit avec donc les Anglais. D'ailleurs, on a faussement considéré qu'il avait été un extraordinaire négociateur. Tous ceux qui connaissent savent comment ça s'est passé, savent comment ça s'est passé, savent qu'il a été un très, très, très mauvais négociateur et qu'il augurait mal dans sa fonction de Premier ministre. Donc voilà, il y a eu le Brexit, il y a le Barnier-exit. Barnier n'est plus Premier ministre. Et donc, mais du moins, n'est plus. Attention, on sait très bien, on l'a vu avec Gabriel Attal, il peut rester pas Premier ministre tout en étant Premier ministre pendant un temps indéfini. En fait, tu as raison d'être précis. D'abord, il doit présenter dans 10 minutes sa démission au président de la République, qui doit l'accepter. Et ensuite, il est toujours Premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau ministre soit nommé. Alors, il ne peut plus faire le budget, c'est parce que c'est une loi, il ne peut plus proposer de loi, il ne peut plus proposer de projet, ni aucun de ses ministres, mais il reste en charge, comme on dit, des affaires courantes, ainsi que les autres ministres. Mais on a vu qu'avec Gabriel Attal, ça pouvait aller un peu plus loin, comme Emmanuel Macron a un rapport un petit peu léger à la Constitution, ça peut aller plus loin. Donc, peut-être qu'il restera-t-il un bout de temps, parce qu'il faut se rappeler quand même ce qui s'était passé il y a 5-6 mois. Le gouvernement Barnier n'a que 3 mois, à un jour près, 1 ou 2 jours près. Mais avant, il a fallu beaucoup de temps pour qu'un gouvernement soit nommé. Et la raison en est que, malgré ce que disent les uns et les autres, il n'y a pas de majorité nette à l'Assemblée nationale. Et de très loin, il y a 3 blocs qui se affrontent. Il est très très difficile de constituer une majorité et les gouvernements peuvent sauter très facilement, aussi facilement que durant la 4ème République. Donc Macron pourra jouer à la montre avant de nommer quelqu'un d'autre et pendant ce temps-là, Barnier sera toujours notre Premier ministre. Et est-ce que tu crois à cette hypothèse formulée par Libération, qui est que bah, Michel Barnier pourrait être renommé par Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a rien qui l'empêche dans la Constitution, dans les textes, il pourrait être renommé. Est-ce que tu penses ça plausible ou ça confierait au gag démocratique de mauvais goût? Je pense que ça ferait, comme tu dis, un gag démocratique de mauvais goût. Déjà, ça s'est mal passé. Alors, faut-il le rappeler avec le nouveau Front populaire. Certes, un peu hystérique, en particulier dans sa composante France insoumise, considérant qu'on a gagné les élections. Bon, ils n'ont rien gagné du tout. Ils sont un peu en avance par rapport aux autres en nombre de députés, parce qu'ils ont fait un front républicain, faut-il le rappeler, qui a largement sauvé une centaine de députés macronistes. Donc il n'y a rien de gagné en fait. Ils ont juste un petit avantage en nombre de députés. Et légitimement, en tout cas, là ils n'ont pas tort. Emmanuel Macron devrait nommer, aurait déjà dû et devrait nommer quelqu'un issu de leur rang. Et on sait qu'il présente Madame Castet. Et il avait choisi Michel Barnier,
dont le parti Les Républicains n'a pas fait non plus un énorme score. Et donc c'était déjà un peu, jouer avec la démocratie, et donner une faible légitimité à ce gouvernement. Donc oui, il peut le renommer, il y a rien ne l'empêche. Mais bon, là, on serait vraiment dans du grand, grand n'importe quoi. Mais alors, parce qu'on en a vu une autre qui a l'air très motivée, pour être première ministre, si on peut dire ça comme ça, et d'ailleurs qui s'est plaint, sur les réseaux sociaux. C'est, une certaine, du moins, si je pourrais dire ça, avec même une certaine bravitude, hem, c'est, l'inné arabe Ségolène Royal qui était très vexé que BFM ne l'ait pas mis dans les, portraits des ministrables. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir quelqu'un comme ça qui sort du chapeau et ou, elle est juste, vexée de ne pas avoir eu son visage? Ouais, je crois que c'est les 2, Pedro. D'abord, Ségolène Royal, tente tout, hein, de passer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, par le soupirail, par l'entrée de la cave. On voit bien qu'elle a envie de jouer un rôle national depuis longtemps. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, pas plus légitime que la brochette de personnages que tu mets, là, devant nos yeux. Bon, c'était un petit peu trop visible de sa part, qu'elle aimerait bien qu'on la considère. Elle a quand même été candidate à la présidentielle, hein, contre Nicolas Sarkozy, c'est pas rien, elle a été ministre. Donc même si elle est, de mon point de vue, hein, elle fait partie de tous ces gens-là qui ont fait la situation dans laquelle on est, hein, cette construction, néolibérale de l'Union européenne, cet abandon, de facto, de l'idéal socialiste, puisqu'elle est du parti socialiste. Heu c'est la femme de François Hollande, elle l'a accompagné pendant 20 ans dans le processus de libéralisation, de clintonisation du parti socialiste. Bon, elle est responsable aussi de la situation dans laquelle on est, mais elle serait légitime à être là, elle a raison. Voilà, on est à une époque où, on essaye tant bien que mal, de mettre un peu d'égalité entre hommes et femmes. Ils auraient pu, sur BFM, avoir la décence bah, au moins de la mettre, puisqu'elle est pas moins légitime que Retailleau, hein, franchement, Mais moi, nul autre. Voilà. j'ai remarqué de ce trombinoscope une autre personne qui manquait. Celui qui passe par les fenêtres, même les canalisations pour essayer d'être Premier ministre. C'est un certain Manuel qu'on ne voit plus. Est-ce que vraiment on a dépassé le stade? Manuel Valls ne rentre plus, tu vois? Comme Manuel Valls, c'est un peu comme les spams dans une boîte mail. Je crois que C'est-à-dire ça que lui aurait fait plaisir, Manuel Valls, oui. tu as beau mettre tous les filtres que tu veux, tu arrives à en recevoir quand même, quoi. Manuel Valls a cette capacité, de, de on va dire de pouvoir s'infiltrer partout. Bon, apparemment, il a été oublié. Peut-être que c'est mieux pour la France que ça se passe comme ça. Alors justement, je suis tombé aujourd'hui sur un article dans l'Express, d'un économiste, irlandais, et ce qui va nous permettre d'attaquer, le sujet d'après, parce que j'ai préparé une petite présentation, parce que quelque chose qui m'énerve, hein, depuis un certain temps. On parle effectivement de la dette abyssale de la France, on parle que notre problème, c'est notre incapacité à faire des réformes politiques, mais cet économiste estime que la France a, quand même un côté très solide, c'est un bon réseau de transport et du nucléaire. Mais bon, qu'on n'arrive pas à faire, les réformes qu'il faut et cetera. Et pourquoi je parle de ça? C'est qu'en fait, je pense qu'il est temps qu'on arrête un mensonge éhonté sur la question de la dette française, mais aussi de pourquoi on a, autant de déficits. Et j'ai compilé quelques données qui normalement, devraient choquer tout le monde sur on va dire, les erreurs grotesques de gestion, des différents gouvernements, que ce soit le gouvernement de Jospin, de Raffarin, de Villepin et tous ceux qui sont passés derrière, sur le dépeçage de notre État, sa perte, on va dire,
de recettes réelles. Et par exemple, si il y a un cas qui est emblématique, c'est la question des autoroutes. Alors les autoroutes, on a dit: «Génial, en 2006, on a vendu ça pour 15 milliards d'euros». Depuis leur revente, les autoroutes ont reversé 40 milliards d'euros de dividendes. Ça veut dire à un moment, on nous dit: «Il y a plus d'argent». La réalité, c'est qu'il y a une telle mauvaise gestion, en fait, des finances publiques que et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et il y en a eu tellement quand je les ai compilés que je me suis dit que, j'allais, c'est si, nos téléspectateurs sont d'accord, qu'il fallait en faire une émission sur chaque cas. Parce que si on prend la Société nationale, maritime Corse-Méditerranée, le Crédit Lyonnais, la privatisation de France Télécom, Alstom, Pénichet, Technip, la liste est tellement longue qu'il me faudrait 12 heures et c'est vrai que c'est très grave et en fait, quand on regarde, par exemple, la gestion de l'eau, le coût de la gestion de l'eau après que c'était privatisé pour les services publics a creusé, mais monstrueusement le déficit. Donc n'en déplaise, aux Charles Gave, à tous ceux qui disent que le problème, c'est le public et cetera. Non, la réalité, le problème, c'est que c'est toutes ces privatisations pour enrichir quelques-uns ont ruiné l'État français. La vente de nos entreprises stratégiques à l'étranger, où derrière, on a dû remettre de l'argent pour sauver l'entreprise qui était complètement détruite. On pense à Alstom ou à d'autres, ou même Areva, ou les chantiers navaux. Tout ça, naval, pardon. Autant pour moi, je vois les yeux. Euh, Il y a J'ai subi une décharge Alcatel. électrique, désolé. Non, non, mais tu as raison. J'aime plus. En fait, on a tout bradé. Et ce prix de la trahison, il est énorme. On peut Alors, aussi. Mm, ouais, tu as vraiment raison, Pedro, c'est ça, il faut le rappeler et d'ailleurs, je pense qu'on peut commencer à le dire puisqu'on développe, notre média et bientôt Pedro animera, comme moi je fais ligne de front, il animera une émission où on va revenir un peu sur heu, toute cette, gabegie, ces ventes, et ce qui a amené à une énorme corruption. Mais allez, c'est un teaser pour ceux qui sont là, ça sera bientôt là et oui, les autoroutes, c'est une honte et tout est une honte, mais tout ce que tu dis Pedro, c'est le la thématique de, la, socialisation, des profits, et la privatisation, non pardon, la privatisation des profits, la socialisation des pertes. mm. Tout à fait, mais parce que hier, en fait, ça m'a vraiment surpris quand j'ai écouté Éric Ciotti, détailler le budget de la France, boursoufler, qu'il fallait privatiser plus, qu'on n'allait pas assez loin. Je me suis dit: «Mais dans quel monde cette personne vit?» Si on est dans cette situation-là, c'est qu'on a détruit complètement. Alors, on parle même pas d'EDF, Oui, mais tu GDF. te rappelleras, notre Michel Barnier, récemment, c'était concernant tout ce que tu as dit là, Michelin, Mmh, Auchan, quand ils ont annoncé des licenciements massifs, 2 400 chez Auchan, 1 200 chez mmh, Michelin et c'est le haut de l'iceberg, hein, parce que c'est là, on va avoir une avalanche, on en a une, c'est le chômage va considérablement s'accroître. Coucou Emmanuel Macron, hein, il voulait le plein emploi. Bon, même en maquillant, les chiffres, ça, on va être très, très loin du plein emploi malheureusement. Mais il avait dit, tout à coup, Michel Barnier, qui a fait tout ça, parce qu'il a 73 ans, il était dans la politique pendant 50 ans, il a demandé: «Mais où est passé l'argent public? On vous en a donné beaucoup». Vous vous souvenez de l'usine Ford, celle qui était à Bègles, à côté de Bordeaux? J'y repense parce que c'est Poutou qui y travaillait en tant qu'ouvrier. Elle a été installée avec beaucoup d'aides, des quasiment aucun impôt, des aides de la région. Puis quand les aides sont arrivées à la fin, qu'arrivait la période des impôts, ah, Ford a tout fermé et on mmh. n'a eu aucun levier d'action et on en a long comme le bras, des comme ça. Néanmoins, Pedro, je serais quand même en accord avec certains libéraux comme Gave. Il faut se rendre compte que la part du fonctionnement de l'État dans les dépenses publiques est un peu délirante. C'est quand même 34%.
Et il doit y avoir moyen de gratter dans tous les comités de Théodule, les trucs Oui, bizarres mis mais en place c'est par un le faux Sénat. sujet. Je suis Non, désolé, non, Georges. il y a Non, non, genre c'est un non, faux mais si on sujet. peut ramasser plusieurs milliards, sur le dos de crapules qui justement ont fait ce que tu dénonces, à faux juste titre, on va pas s'en priver de ramasser 2-3 milliards Non, mais ça, je et suis de leur dire d'aller pointer, à France Travail, puisque c'est plus Pôle emploi, à France Travail et de faire quelque chose de constructif plutôt que de vivre, eux, de subsides, de l'État, qu'ils refusent aux autres, hein. Voilà. Donc, non, mais et ça, quand on je est et on entièrement parle pas de d'accord. dépenses publiques, hein, je te parle de fonctionnement de l'État. C'est pas de la dépense sociale ni des hôpitaux, tout ça. Juste les fonctionnements dont une partie vraiment sont un peu tirés par les cheveux. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais une réalité et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'en fait, après, la libération, la France est un pays qui était dans une situation de reconstruction, les 30 glorieuses et cetera, assez confortable et un peu comme, on va dire un quelqu'un qui aura un trop gros trésor, heu et qui, de temps en temps, ses enfants, ses héritiers viendraient piocher des pièces d'or et à force de piocher les pièces d'or, ben, à un moment, on s'est rendu compte que le coffre était vide et pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toutes ces privatisations, toutes ces destructions d'entreprises, tout ce manque à gagner, la Française des jeux, c'est j'en ferai une émission parce c'est grotesque, mais d'un Une poule grotesque aux là œufs, une magnifique poule aux œufs d'or. exactement et donc tout ça, c'est des recettes en moins pour l'État et ces recettes en moins, ça nous permet de dire: «Beh, il y a plus d'argent». Ah bah oui, c'est vrai que là, il y a plus d'argent, mais ce qu'il faut maintenant, c'est aller chercher tous ceux qui sont responsables de ça et il faut les faire payer. Parce que justement, il va falloir commencer à mettre des noms sur les responsabilités parce que c'est plus possible, en fait. Non, puis vraiment faire un enseignement, c'est une œuvre d'éducation populaire. Mmh. Ce qu'on va faire ici, que tu as présenté, tu vois, Marco écrit dans le fil, on voit aussi des entreprises changer de région et toucher des aides de l'État et de ses structures. Bah, c'est l'exemple de Ford, hein. Mais il y a beaucoup d'autres qui justement changent de région. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut supprimer les régions. En tout cas, il faut supprimer le fonctionnement là, de satrapies locales qui justement veulent s'attirer euh, des bonnes grâces de leurs électeurs dans la région et balancent de l'argent sur des multinationales en concurrence des régions avec régions et ces multinationales font des sauts de puce comme ça de région en région. C'est bon, tout ça est insupportable. Il y a beaucoup d'endroits où on peut récupérer de l'argent, ou en tout cas, l'État peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ne parlons pas de l'industrie de défense, hein. On voit encore une fois, je crois que maintenant ça devrait être clair, tout ça a été assez théorique et on nous disait mais non, mais non. On voit la différence entre un État, la Russie, on n'aime pas, c'est pas le problème, qui a un contrôle d'État sur sa production industrielle et qui est d'abord orienté vers ses besoins et qui peut laisser des choses non rentables Mmh. euh, quand elle aurait besoin un jour, et un système entièrement ou quasiment entièrement privatisé qui ne vit que de la vente d'armes à l'extérieur du pays. Eh ben, on voit qui peut produire et qui ne peut pas produire quand c'est nécessaire. Oui, non, mais ça me fait penser à la question de l'enseignement privé, hein. Il y a eu un rapport sénatorial qui disait que l'enseignement privé coûtait moins cher à l'État que l'enseignement public. Sauf que ce qu'il disait pas, c'est que en réalité, c'était complètement mensonger ce rapport puisqu'il ne prenait pas en compte les dépenses faites par les familles pour payer l'enseignement privé qui étaient elles-mêmes défiscalisées des impôts et donc le manque à gagner pour l'État était bien supérieur et donc l'enseignement privé coûte beaucoup plus cher à l'État que l'enseignement public. Mais par un tour de passe-passe, on a omis la moitié du financement en disant: «Ah regardez, ça coûte moins cher». Mais on va parler d'un autre sujet là qui justement, heu et choquant et je pense, va choquer beaucoup, notre camarade qui est en backstage, Tristan, parce que lui aussi, a travaillé, dans la restauration. C'est donc l'Humanité qui nous révèle qu'il y avait des employés séquestrés, des sans-papiers, donc qui travaillaient 7 jours sur 7, 4 € de l'heure dans un restaurant d'Albi et donc
C'est voilà, on voit des conditions impossibles. Je ne sais pas comment ça se fait que les patrons, de ces entreprises-là ne soient pas, enfermés. Mais, je pense justement on va faire monter Tristan parce que lui qui a été salarié de la restauration, je pense qu'il a beaucoup à dire là-dessus. Eh Oui, bien, je vois bienvenue pas mal. à Tristan, heu, qui est à Toulouse. Et comme ça, vous le verrez, Tristan fait partie aussi, de Fréquence Populaire. Tristan est notre principale cheville ouvrière à la régie et donc si vous voyez quand ça marche, c'est aussi grâce à lui. Pedro et lui, hein, si c'était moi, les fils se toucheraient, je pense. Heu, donc merci, merci Tristan. À Toulouse, tu as eu beaucoup d'expériences professionnelles, y compris dans la restauration et tu connais très, très, très bien, ce sujet malheureux de la restauration. Alors dis-nous de quoi il en retourne? Mais alors déjà cette nouvelle que, des immigrés, des sans-papiers soient exploités dans la restauration, c'est pas nouveau. Le fait qu'ils soient exploités autant, enfermés, on en arrive quand même à un point où, des patrons peuvent se dire: «Je peux faire, tout ce que je veux, des humains». Mais même dans des enseignes plus petites, ou même plus grandes. Moi, j'ai un peu tout fait. Je suis passé de la restauration rapide à la restauration classique, à l'hôtellerie. Heu, Là où il vaut mieux travailler, c'est dans les petites structures familiales. Dès que vous montez dans de la PME, ou de la TPE avec quelques salariés, c'est une catastrophe. Notamment dans les métropoles où, beh, je vais les citer parce que j'ai eu des problèmes avec eux, mais par exemple le bistrot Régent, voilà, bistrot Régent, eh bien, ils emploient des gens, directement, dans leur pays d'origine, c'est-à-dire qu'ils les font venir, heu, pour pouvoir, vous avez compris, bah, les payer moins. Quand moi j'étais, eh bien, on était, en service, parce que j'étais plutôt côté service et pas en cuisine. Pour vous faire simple, les gens qui servent sont globalement blancs, les gens qui font tout le reste, c'est des sans-papiers, des immigrés, des gens qu'on sous-paye, voilà. Parce que vous le voyez pas, donc si vous le voyez pas, alors c'est pas grave, puisque ça va pas cacher l'image, que vous allez avoir, du restaurant. Voilà, c'est une petite catastrophe parmi tant d'autres dans ce monde, du travail dans la restauration. Vraiment, Alors n'hésitez dis-moi pas. Tristan, il y en a beaucoup dans la restauration, des petits patrons qui disent: «Ah mais sans ça, ça s'effondre». Soit vous nous donnez, plus, enlever des charges, soit, vous baissez le coût du travail, soit parce que si on doit payer tout le monde, on peut pas y arriver, nous on souffre beaucoup, on gagne pas d'argent, on est obligé de faire ça. C'est-à-dire littéralement, certains nous disent à Paris, si le back office, si les cuisines, c'est pas des Pakistanais, on ferme la moitié des restaurants. Est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce qu'ils racontent n'importe quoi? Ou est-ce que, il y a, une quelconque réalité derrière cela? Alors oui, ils racontent n'importe quoi, mais ils racontent n'importe quoi, c'est pour préserver, leur propre profit. C'est-à-dire que j'ai fait une bonne dizaine de boîtes, dont 8 dans la restauration. Il y a des endroits où ça se passait mal, alors non pas à cause de la main-d'œuvre, heu et alors un exemple, un restaurant sur des produits de qualité, locaux, où on travaille avec du savoir-faire local, bah, ça, on n'a eu aucun soutien, du public, alors qu'on fait vivre, le terroir local. Heu, mais par contre, non, la main-d'œuvre, c'est pas le problème. Le problème, c'est la facture EDF qui vous fait passer de 10 000 € d'électricité parce que vous avez des grosses machines à 40 000 en 2 mois. Voilà, c'est-à-dire 300%, 300-400% en fonction des mois, c'était l'hiver dernier. Voilà, bah, on a mis la clé sous la porte. Donc moi, syndicaliste à ce moment-là, beh, je me retrouve main dans la main avec mon directeur à essayer de sauver la boîte et sauver les emplois, ce qui n'a pas marché. Heu, donc non, le problème, ça n'est pas la main-d'œuvre. Le problème, bah, c'est que il y a des charges qui augmentent, principalement sur l'électricité et les matières premières, notamment quand vous travaillez avec, bah, de la viande locale, des fruits et légumes locaux. C'est beaucoup plus cher que de les faire venir d'Espagne, voire même, d'Afrique, hein, on a de plus en plus de récoltes qui viennent d'Afrique du Nord.
Bah oui, quand vous faites le choix de réduire vos coûts au maximum sur tous vos produits et que ce qui vous reste le plus à charge, bah, c'est la main-d'œuvre, bah, vous finissez par faire pareil sur votre main-d'œuvre, c'est-à-dire l'importer. Heu et donc, bah, vous faites perdre votre savoir-faire local, vous ne faites pas travailler, les producteurs locaux. Heu, donc en plus d'avoir une entreprise qui fait du profit sur du vol à l'étranger, heu, bah, en plus, vous ne faites pas vivre l'endroit où votre entreprise se trouve. Et donc c'est un cercle vicieux qui vous traîne vers le bas et coule vos économies locales, tout simplement. Je ne trouvais plus le micro. Oui, mais sur la cadre de cette séquestration, c'est-à-dire que là, on a quand Oui, même, une misère, sociale, qui est utilisée de manière au-delà de honteux. On est dans le 19e siècle, on est dans le Thénardier avec Cosette, quand même. C'est forcer les gens à travailler, heu et on a de plus en plus de cas comme ça. On avait vu, le cas des, livreurs, qui en fait sont sous un même, nom officiel et c'est quelqu'un qui les exploite, horriblement. Ils gagnent très, très peu, avec ça. On a souvent le cas qui ressort dans la restauration, et toi, de ton expérience dans ce milieu-là et dans ce cas précis, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y a des poursuites? Est-ce que ou c'est juste, heu, bah, c'est le laisser-faire, voilà, de c'est l'exploitation? le problème qu'on a, dans la restauration quand on emploie, des sans-papiers. C'est que les sans-papiers, ils ont zéro protection. C'est-à-dire que vous pouvez les exploiter comme pas possible, un peu comme il s'est passé au Qatar quand ils ont construit leur stade pour, la coupe du monde. Combien de morts? Combien d'exploités? Combien d'esclaves? En réalité. Et ben, dans nos cuisines françaises, on en arrive petit à petit heu, à la même chose, c'est-à-dire que, bah, vu qu'un sans-papier, il peut pas se défendre, bon, bah, qu'est-ce que je risque à l'exploiter? Qu'est-ce que je risque? Franchement, bah, pas grand-chose, vous pouvez, confisquer les papiers, pour ce qu'il en reste, des quelques-uns qui ont réussi à traverser, soit la Méditerranée, soit l'Europe, parce qu'il y a pas que, des personnes qui viennent d'Afrique, il y en a aussi beaucoup, beaucoup dans la restauration qui viennent de l'Inde, du Bangladesh et du Pakistan. C'est majoritairement ça, hein, dans la restauration. Oui, si on permettait à ces personnes-là d'avoir au moins des papiers pour pouvoir éviter que, beh, ces situations arrivent, on pourrait, sanctionner directement, beaucoup plus facilement ces patrons. Mais les contrôles, heu, de l'inspection du travail, il y en a pas. Il y en a pas parce qu'il y a plus personne. Il y a plus personne qui contrôle. Nous, on a eu un contrôle, ils ont vérifié, les vestiaires, le contrat de travail et puis c'est tout. Voilà, aucune vérification sur le reste. Bon, on a pris un avertissement parce qu'on n'avait pas de cadenas sur les casiers. C'est pour vous dire à quel point, tellement ils n'ont plus de pouvoir qu'ils ne peuvent agir que sur des trucs minimes, qui n'ont aucun sens. Comment en sortir? Bah, il faudrait que ces personnes-là se syndiquent. Mais quand vous parlez très mal la langue, que vous avez, pas de famille, pas d'amis, que le seul point de repère pour vous, c'est votre travail et que vous faites tout pour ne pas le perdre parce que si vous le perdez, bah, 1, bah, vous avez plus de travail donc bah, c'est la rue. 2, une partie de l'argent que vous gagnez quasiment toujours part dans les familles restées au pays et ces familles sont parfois dépendantes de ces revenus. Donc ces gens-là, sont obligés de travailler pour une misère, pour des gens qui vont les exploiter, alors que ces patrons-là, puisqu'on en revient à l'esclavagisme, hein, devraient être en prison derrière des barreaux, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions sur ce sujet dans le fil. Il y a Marco qui parle du personnel de l'inspection du travail. On en fera intervenir un inspecteur du travail qui sont en sous-effectif, évidemment. Tout ça est aussi rendu possible, Marco et les autres, vous le savez très bien, parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail, comme il n'y a pas assez de gens qui traquent la grande fraude financière. Euh, Yann qui nous écrit la restauration, c'est juste le sommet de l'iceberg. C'est vrai que c'est visible parce que, bon, comme tu dis, tout le monde y va, donc voilà, c'est plus proche des gens, mais effectivement, ça touche
comme c'est écrit par Jasmin dans le bâtiment. C'est délirant dans le bâtiment. Le bâtiment, je crois qu'on a 80-90% de personnes étrangères. Donc, soit exploiter de la misère des immigrés clandestins, exploiter comme dans le cas que tu as montré là, soit des travailleurs détachés. Et puis aussi, Marco nous écrit aussi que dans les chantiers navals, c'est la chose, comme disait Pedro, ça fait des années, je sais pas, il y a eu des enquêtes du monde diplomatique il y a maintenant, j'ai l'impression, plus de 15 ans, sur les chantiers navals, où le gros, en fait, c'est du personnel. Alors, hors UE, je ne sais pas, c'est plus compliqué, mais il y en a aussi, mais clairement, du travailleur détaché, surexploité, avec les Français locaux qui ne trouvent pas de travail. Et soyons clairs, quand on dit les Français ne trouvent pas de travail, dans les Français, il y a tous les Jean-Louis, toutes les Sophie, mais aussi tous les Kuzmanovic, tous les Karim, tous les Boubacar, bref, tous ceux qui sont français, issus de multiples immigrations, eh ben, c'est eux dont on prend le travail. Ils peuvent être racisés, comme me disent certains, de tout un tas de religions, c'est pas le problème, ils sont français, et le boulot, ils l'ont pas. On a qui parlait là, de Jean-Pierre Leroux, les camionneurs. Alors là, les camionneurs, sachez que les camionneurs, Jean-Pierre, vous avez raison de le souligner, eux ne sont même plus comptés dans les travailleurs détachés. Le plus gros des camionneurs qui font une concurrence pas possible aux camionneurs français sont roumains, bulgares, polonais, enfin des entreprises qui sont là-bas. Donc oui, c'est une exploitation éhontée. Et il y a quand même un problème avec une certaine gauche, alors pas toute la gauche, mais une certaine gauche qui pense que l'international consiste à être open borders. Et quand on est d'accord avec le grand patronat européen, qui maintenant s'est prouvé amène de la main-d'œuvre bas coût pour casser le marché du travail, et faire, comme disait Marx, une armée de réserve capitale, bah, on a un problème. Donc le minimum, c'est de défendre, comme certains le proposent ici, voilà, c'est que ces gens aient des papiers, comme tu dis, qu'ils puissent se syndiquer et qu'on arrête cette exploitation.